Jean-François Parrot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de fiction. Bravo pour ce personnage flamboyant que vous avez créé. Il y a combien de temps d'ailleurs? Eh bien, il a été créé en 97-98. Et vous en êtes au 14e... Alors, je viens de publier le 12e épisode et donc j'entame le 13e. Vous entamez le 13e. Alors, qui c'est, ce Nicolas Le Floch? Alors, Nicolas Le Floch, comme souvent les héros du XVIIIe siècle, c'est tout d'abord un enfant trouvé. Enfant trouvé élevé par un chanoine à Guérande, en Bretagne, et puis qui a un père naturel, au fond, qui est un aristocrate, le marquis de Ranreuil, mais il ne le saura pas tout de suite. Et donc, il va être amené à monter à Paris pour prendre des fonctions auprès du lieutenant général de police. En vérité, c'est parce que j'ai toujours eu une admiration profonde pour Alexandre Dumas, et vous voyez bien qu'il y a là quelques réminiscences du début des Trois Mousquetaires. Oui, c'est vrai. C'est D'Artagnan montant à Paris avec une recommandation pour Monsieur de Tréville, capitaine des Mousquetaires du roi. Bon. Et à partir de là, eh bien, il va rendre des services signalés à Louis XV et obtenir cette fonction importante de commissaire de police au Châtelet. Comment il évolue au fur et à mesure des romans? Il prend de l'assurance, son caractère change, comme nous tous en vieillissant? Alors au début, il est très scrupuleux et même trop scrupuleux, et souvent s'interroge sur lui-même. Et donc au fur et à mesure qu'il va prendre à l'assurance de sa nouvelle activité, il va changer et donc va modifier son caractère comme vont se modifier les caractères de tous ceux qui l'entourent, ces personnages secondaires qui n'en sont pas, car pour qu'un personnage principal ait un poids et une force, il faut qu'aussi que les personnages qui l'entourent, ces personnages de ces films d'antan, ces acteurs secondaires qui n'étaient pas secondaires, mais dont qui on se donnaient souvient presque plus que des acteurs cinéma de principaux. l'entre-deux-guerres cette force. Eh bien, c'est pareil dans un roman. Il faut que les autres personnages continuent eux aussi à évoluer autour du héros. Ouais, alors justement, dans un film, dans une fiction, on en a vu une ce soir qui n'est pas directement inspirée d'un de vos romans, c'est ça? Non, parce qu'il y a eu des moments où la production se disait, mais est-ce qu'il va continuer à en écrire? Alors, comme ils n'étaient pas certains que ma production serait aussi abondante, ils se sont dit, on va prendre ces personnages et on va les jeter dans des intrigues qui ne seront pas celles de l'auteur. Bon, alors c'est un peu différent. Et alors, comment on le vit, ça, quand on est auteur, romancier comme vous? Pas forcément l'épisode de ce soir, mais quand votre personnage s'incarne d'un seul coup en un acteur, en une fiction, en image à la télévision. Est-ce que c'est un bonheur ou peut-être aussi un sentiment d'être un peu dépossédé? Non, mais vous savez, c'est quelque chose qui arrive dès le début où vous êtes publié. Parce que pendant longtemps, vous écrivez quelque chose, vous avez un personnage qui est en vous, et puis d'un seul coup, ce personnage qui est en vous va être dans des centaines de milliers de têtes. Dans l'imaginaire de chaque lecteur. Oui, et chacun a son visage de Nicolas Le Floch. Quand on a commencé la série, on m'a demandé mon avis. Les deux exigences que j'avais, c'était mon accord sur le personnage de Nicolas Le Floch, sur le comédien qui incarnerait Nicolas Le Floch, et la deuxième exigence, c'était, voilà une série française qui se passe au XVIIIe siècle, à partir de romans qui sont écrits et qui essayent de restituer, je dirais, dans les dialogues, dans le langage, le XVIIIe siècle, et il faut que ça soit respecté aussi dans l'adaptation, ce qui n'était pas évident, parce que ça pouvait surprendre, au fond, un public qui est plutôt habitué aux séries américaines. Alors justement, on voit une scène du film de ce soir quand Le Floch rencontre Sartine, le lieutenant général de police. Regardez. Le roi semble tenir le comte Dallas en grande considération, monsieur. Qu'apporte la considération, monsieur? Je suis furieux. Vous a-t-on au moins pourvu de quelques solides viatiques? Monsieur le comte de la Borde m'a remis une forte bourse qui suffirait sans doute à lever une petite armée, monsieur. Bien. Voilà pour cet extrait, cette rencontre entre Le Floch et Sartine. Sartine, il a existé, c'est un personnage historique. Oui, nous avons des romans où se mêlent des personnages de fiction et des personnages historiques.
dans mes romans tout ce qui est imaginaire et vraisemblable, et tout ce qui est historique et véridique. Donc là, nous avons un personnage qui a eu un rôle important, à la fois sous Louis XV et sous Louis XVI. Il a été lieutenant criminel, puis ensuite lieutenant général de police, ce qui était important à l'époque, parce que c'était, au fond, ministre de l'Intérieur. Et alors, Nicolas Le Floch, c'est un personnage de fiction, vous l'avez inventé, mais des commissaires comme lui, qui avaient aussi ce lien avec le roi, ils ont existé ? Alors là, j'ai créé un commissaire de police aux affaires extraordinaires, Oui. pour permettre cette relation un peu particulière qu'il a avec les deux souverains que sont Louis XV et Louis XVI. Et comme il est aussi très proche des lieutenants généraux de police successifs que sont Sartine et Lenoir, il est évidemment le mieux placé pour être au courant à peu près de ce qui se passe à Paris. Vous savez qu'à l'époque, Sartine, par exemple, disait « Nous avons la meilleure police de l'Europe. Quand 4 personnes parlent sur une place à Paris, 3 sont à moi. » Et le roi, j'imagine que oui, avait un regard sur le fonctionnement de sa police. Louis XV, il a réformé sa police, par exemple ? Non, il n'a pas réformé, mais il l'utilisait beaucoup. Oui. Le lieutenant général de police voyait le roi tous les dimanches soirs, en tête à tête. Et Louis XV était très curieux de savoir ce qui se passait, et en particulier d'avoir des échos sur la correspondance de ces sujets. Il y avait un cabinet noir qui ouvrait les lettres. Donc, Louis XVI était moins intéressé dans ce domaine, mais comme ça a été une période de guerre, et évidemment qu'il y avait des questions d'espionnage, il y avait des questions de services, qu'on dirait services secrets aujourd'hui, et que donc, dans beaucoup d'aventures de Nicolas Le Floch, se mêle à la fois le crime, au sens propre du terme, mais aussi des séquences qui sont celles de la guerre entre grandes puissances, qui étaient en particulier l'Angleterre et la France. Et à quoi ressemblait Paris à cette époque ? C'était une grande ville déjà ? Alors Paris est une grande ville, 800 000 habitants, on dit. C'est une ville où de plus en plus les provinces envoient des gens sans emploi, donc ce qu'on appellera au XIXe siècle des classes dangereuses qui grossissent de plus en plus et qui vont constituer les bataillons de la Révolution. Il y a une mendicité effroyable, il y a une prostitution considérable, puisqu'on évalue à 60 000, 70 000 prostituées à Paris sur une population de 800 000 habitants, ce qui est énorme. Alors avec des classes, une fois, entre la rabouilleuse des remparts et puis la fille entretenue de l'opéra, il y a une grosse différence. Mais c'est une population de plus en plus pauvre, une ville qui se développe avec des choses admirables, mais qui est encore dans ses ruelles, dans ses rues, à un endroit où on n'aurait pas envie de vivre. Hein. La boue, les bêtes que l'on saigne dans les boucheries avec le sang qui coule suivant la pente vers la Seine. Vous savez qu'on reconnaissait un peu le niveau d'un personnage assez bas. Les personnages qui ne pouvaient pas aller en voiture, eh bien, portaient des bas noirs parce que on voyait pas les taches. Et puis ceux qui pouvaient circuler autrement portaient des bas blancs parce que eux étaient préservés de la boue méphitique des rues de Paris. Oui, même pour un passionné du XVIIIe siècle comme vous, on se dit qu'il vaut mieux vivre en 2014. Un dernier mot sur la dernière aventure de Nicolas Le Floch et le roman que vous venez de sortir, La pyramide de glace chez Lattès. Vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence cette interview, que souvent le plus important c'est le titre. Et tout le reste se déroule. Est-ce que c'est le cas pour ce roman, La pyramide de glace ? Non, pas pour ce roman, mais c'est le cas en particulier pour le deuxième de mes romans, qui était L'homme au ventre de plomb, qui était un titre étrange. Et c'est à partir du titre, effectivement, que j'ai bâti l'intrigue. Et La pyramide de glace ? Alors, La pyramide de glace fait suite à mon avant-dernier roman, qui était L'année du volcan. Vous savez, en l'année 1783, il y a eu un volcan islandais. On a connu ça. Un volcan islandais qui a explosé, qui a couvert l'Europe de vapeurs nocives. Il y a eu des milliers de morts. On a complètement oublié. On n'a pas vu le soleil pendant. Le soleil était derrière des nuages. On voyait une espèce de boule rouge. Et donc, ça a déglingué complètement le climat. Et donc, l'hiver 1783-1784 a été effroyable. Et effroyable en particulier à Paris, à tel point que le roi et la reine ont tout fait pour apporter
leur aide à ceux qui souffraient, aux plus pauvres. Et pour remercier, pour marquer leur reconnaissance, les Parisiens érigeaient dans les rues des pyramides ou des obélisques de glace avec des inscriptions remerciant les souverains de leur charité. Or, il se trouve, donc c'est le début de la pyramide de glace, il se trouve que dans l'un de ces monuments, au moment du dégel, on trouve le cadavre d'une femme nue et qui, étonnamment, est un sosie de la reine Marie-Antoinette. Un très bon point de départ pour un roman. Merci beaucoup d'être venu nous raconter comment est né ce personnage de fiction. Grâce à vous, Jean-François Parrot, votre livre « La pyramide de glace » est publié, je le rappelle, chez Lattès. Lundi prochain, on remonte quelques décennies en arrière avec l'histoire d'amour supposée entre Anne d'Autriche et Mazarin. Bonne fin de soirée sur France 5. Tout de suite, l'actualité avec C'est dans l'air. Merci encore. L'OMS vient d'annoncer que l'Afrique de l'Ouest faisait face à la pire épidémie de fièvre Ebola de son histoire. Un virus mortel. Une épidémie qui s'étend. Nous espérons gagner, mais ça va nous demander un travail énorme. Est-il déjà trop tard? Le virus Ebola est passé du statut de maladie peu étudiée, mal connue, à celui de potentiel. Ebola, une course contre la montre, dans le monde en face de Marina Carrère d'Ancos, demain à 20h40 sur France 5. Prenez de la hauteur en regardant C'est dans l'air. Gérant d'épargne. Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Officiellement, elle ne veut rien, mais quand elle sort de son silence, Martine Aubry fait du bruit. Après son interview choc au Journal du Dimanche hier, elle affirme vouloir contribuer au débat alors qu'elle a tout simplement balayé d'un trait 2 années de politique économique